Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, je m'appelle Adrien, je vais animer cette émission. Bienvenue sur la chaîne d'abord Effray Paris. On a envie de faire évoluer cette chaîne-là et justement cette émission en témoigne un petit peu de cette espèce de mouvement de fond. Cette émission s'appelle Le Hub, c'est un choix qui est volontaire, on est au milieu du Student Hub de l'Effray, c'est l'espace qui est consacré à notre vie étudiante et d'ailleurs je les remercie pour l'accueil qu'ils nous font. Et aussi le hub parce que en fait le principe même d'un hub c'est de mettre en relation à la fois des informations et des interlocuteurs. C'est tout l'objet. Aujourd'hui on va parler de cybersécurité et ça va être j'espère super. Donc n'hésitez pas, c'est une émission qui est en train de se construire. On a aussi besoin de vos retours pour l'améliorer constamment. Donc 1, abonnez-vous à la chaîne Effray, c'est la base. 2, mettez des thumbs up, ça fait jamais de mal. Et 3, en commentaire, n'hésitez pas sous la vidéo, vous nous partagez votre sentiment, vos idées, voir si vous avez des pistes pour qu'on améliore le plateau ou qu'on apporte d'autres thématiques. Justement, la thématique aujourd'hui, c'est la cybersécurité. Sommes-nous en situation de guerre cyber ? Est-ce qu'il faut se méfier de tout ce qu'on entend sur la cyber, entre ce qu'on entend, ce qu'on voit dans les films ? Il y a certainement une espèce de psychose autour de ça. Au contraire, l'idée, c'est de tout tirer au clair. Et pour faire ça, j'ai 3 invités avec moi. Je vous remercie justement d'être avec nous aujourd'hui. Je vais vous demander de vous présenter rapidement. Gaël, j'ai regardé tes différents profils, à la fois sur LinkedIn et sur Twitter, où tu es Radziaz de mémoire. Alors, il y a de tout dans tes profils. Il y a de la météo, de l'astronomie, du hack, il y a de la radio, de l'armée, de l'IoT, du véhicule autonome. En fait, très rapidement, t'es qui ? Je suis quelqu'un qui répond aux problèmes des gens. Donc souvent, les questions auxquelles je réponds amènent à des travaux, du hacking, souvent, parce que on n'a pas forcément l'approche conventionnelle pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis hébergé par l'armée de l'air sur la base aérienne 105 et sur un campus qui est une ancienne base militaire, l'ancien laboratoire de recherche et balistique aéronautique. Et mon métier, c'est d'apporter des solutions à partir de documents ou à partir de logiciels libres, à partir de matériel libre que l'on a sur étagère, nous en tant que civils, à des problématiques liées à la sécurité, à la défense et à la protection des populations face aux catastrophes naturelles. Ok, c'est tout un programme, on va essayer d'en reparler au fur et à mesure de l'émission. Il y a des tas de sujets sur lesquels, moi je te connais un petit peu, c'est assez hallucinant de t'entendre parler. À ta gauche, on a Arnaud. Arnaud, tu es National Security Officer chez une petite boîte, 3 fois rien, une petite PME, ça s'appelle Microsoft, je sais pas si vous connaissez. Ma première question, c'est quoi ton métier déjà ? Écoute, oui, je travaille à la direction technique et sécurité chez Microsoft France. Et mon métier, c'est principalement d'accompagner les clients autour des sujets de sécurité, de confiance numérique. J'ai la responsabilité de regarder, d'éclairer sur les dernières innovations majeures qu'on peut avoir dans le domaine. Je pense par exemple, on en parlera peut-être, mais l'informatique confidentielle. Donc c'est tous les éléments qui peuvent permettre d'asseoir plus de confiance dans l'informatique. Donc on développera sans doute le sujet des enclaves matérielles et puis d'autres sujets un peu plus tard. Alors, mais c'est ça mon rôle. Ok, avant de rentrer dans la technique, juste moi j'ai une petite question parce que je crois savoir que tu as des gamins qui ont à peu près l'âge de la mienne. Oui. Si je vais les voir et que je leur demande il fait quoi dans la vie ton papa, qu'est-ce qu'ils vont répondre ? Je crois qu'ils vont répondre quelque chose d'assez simple, ça va être il répare les ordinateurs ou il protège les ordinateurs, c'est à peu près ça. Okay. Ce qui est pas si mal. C'est déjà pas mal comme définition. Cool. Et notre dernier invité, et non le moindre, Léo, enchanté Léo. Déjà merci de nous accueillir au sein du Student Hub. Tu es étudiant à Effray Paris en cybersécurité, tu es aussi passionné de toute la question cyber, que ce soit à travers les associations. Est-ce que très rapidement tu peux nous dire un petit peu ton pédigré et sur quelles associations tu bosses ? Ouais, alors je suis étudiant à Effray Paris, passionné par, comme tu l'as dit, les sujets de la cybersécurité en général. Je suis investi dans plusieurs associations que sont Effray Linux, donc une association qui est spécialisée sur à la fois le logiciel libre, mais du coup aussi les questions de sécurité informatique. Et aussi, je suis responsable technique à Club Réseau. Donc Club Réseau, c'est une association qui fait de l'infrastructure pour les étudiants de l'Effray. Donc à la fois pour organiser des événements comme des LAN parties, mais aussi pour organiser, pour permettre aux étudiants d'héberger leurs projets avec en tout cas fournir des solutions techniques d'infrastructure pour les projets étudiants à l'Effray. Je vais vous poser des questions un petit peu révélation. Et ouais, parce que quitte à être curieux, mais je suis vachement curieux. Quand on est dans la cyber, il y a très souvent un espèce de fait d'armes
de tiens, j'ai hacké tel truc ou j'ai fait telle chose. Moi, j'aimerais bien savoir quels ont été vos premiers hacks. On va commencer par Léo. T'as le droit, même si ça s'est passé sur le campus, je te ferai un mot d'excuse, il n'y a pas de souci. C'était quoi ton premier fait d'armes en termes de cyber ? Alors on y va. Alors c'était l'utilisation d'un outil qui s'appelle AirCrackNG, qui est, je pense qu'on l'a tous fait en sécurité informatique. C'est un petit outil qui permet de faire de l'interception Wi-Fi et de tenter de brute forcer des connexions Wi-Fi. Voilà. Alors, je l'ai fait sur un réseau, c'était un de mes réseaux, bien entendu. Bien entendu. Voilà. Rien à voir avec un Wi-Fi qui serait diffusé par la borne juste au-dessus de nous. Non, ça n'a aucun rapport. Ok, voilà. D'accord. Arnaud, du coup, chez Microsoft, déjà, est-ce qu'il y a des trucs que tu peux nous dire ? Est-ce que tu as fait des hacks ou des trucs de ce goût-là ? L'effet d'armes, je pense, c'était il y a 25 ans, quand j'étais au collège. Et alors, c'était quoi, justement ? On jouait en réseau à l'époque, c'était avec des modems. Ouais. Donc, on se connectait au modem de l'autre et on était connectés, c'était génial. D'accord. Et c'était de déconnecter le copain avec ce qui s'appelait à l'époque WinNuke, qui permettait d'envoyer un paquet réseau particulier. C'était le ping de la mort. Et ça permettait de figer l'ordinateur de la personne qui était en face. C'est sérieux, t'as fait ça ? Parce que moi j'ai joué à Counter-Strike et j'ai subi ça. J'en ai trop voulu à la personne qui a fait ça. Ok, d'accord. Donc c'est ça les premiers faits d'armes, je pense. D'accord. Et ce genre de pratique de cyber un petit peu, tiens, on va tester des choses en mode un peu lab, c'est encouragé dans les grosses entreprises comme Microsoft ? Encourager, c'est surveiller, donc je pense qu'on va pas faire grand chose. Ouais, j'imagine. Généralement, on va être bloqué par la patrouille assez rapidement. Ok. Non, ce qui est encouragé, c'est clairement la curiosité et de regarder ce qui se passe et de se tenir au courant. Et ça, c'est encouragé. Je pense que c'est plutôt l'esprit, le mot noble du hacking, c'est quoi ? C'est plutôt le côté débrouille. Je pense que ce côté-là, il est encouragé, c'est clair. Ok. Alors là, t'es en train de m'encourager, mais tu vois, je vais poser la même question à Gaël. Il bosse avec l'armée, tu vois. J'ai trop peur de ce qu'il va dire. Je pense qu'il va nous liquider une fois qu'il l'aura dit. Non. Alors, qu'est-ce que tu peux nous avouer ? Pas grand-chose. Tout va bien. Y a pas trop de soucis. On est assez libre, justement. Ça que j'apprécie sur la base. Mon premier fait d'armes, en revanche, j'étais en Guadeloupe quand j'étais au lycée. Un petit script batch que j'avais lancé sur une disquette 3 pouces et demi sur les PC de qui n'utilisent plus mais que j'avais lancé sur un PC de mes profs de techno pour juste faire un truc très simple, c'était lister l'ensemble des fichiers y compris ceux qui étaient cachés sur l'ordi. Et parmi ces fichiers-là, ce qui m'intéressait, après avoir imprimé l'ensemble du listing en très petits caractères, c'était de mettre au stabilo les corriger. Et donc ensuite aller faire un deuxième script, après avoir identifié les fichiers de corrigés d'exercice et de devoirs surveillés qu'ils allaient nous donner, récupérer ces corrigés et pouvoir derrière les diffuser avant le devoir surveillé. Voilà, Ok, c'était une approche assez en fait pluriel, tu voulais partager le corrigé. Ah oui, moi j'ai toujours été un peu la Wikipédia de la correction de devoirs surveillés. C'est cool de dire que les hackers sont pas toujours malveillants et des fois. Ah non, moi c'est très bienveillant, je voulais avoir des bonnes notes, c'est tout. C'est cool. Et c'était un moyen d'y arriver. Bon, alors moi je vais faire un petit appel justement à tous les gens qui nous regardent. On est le mois de la cyber et justement il y a des jeux qui vont sortir, qui vont parler de cyber. Moi ce que j'aimerais bien avoir en commentaire, c'est quels ont été vos premiers faits d'armes en cybersécurité. Et parmi tous ces commentaires là en fait on tirera au sort pour vous faire un petit cadeau, on vous dit tout en fin d'émission. C'est cool ce petit côté premier hack, etc. Avant qu'on parle un peu d'actualité, ça va être compliqué de ne pas parler de la crise Covid. Déjà là sur le plateau on aurait adoré avoir des étudiants avec nous, on aimerait avoir plus de gens autour de la table. Moi ce qui m'intéresserait c'est... Je pense que ça a eu un impact auprès de toutes les entreprises. Il n'y a pas eu que les soignants qui étaient au front, il y a eu aussi les gens qui veillaient en termes de cybersécurité. J'aimerais bien savoir comment vous l'avez vécu chacun dans votre entreprise. Arnaud par exemple, est-ce que les entreprises se sont fait atomiser le jour où il a fallu passer tout en télétravail ? Ça s'est passé comment en fait de ton point de vue ? Ce qu'on a observé, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui étaient prêtes à passer en télétravail, d'avoir des millions dans le monde de personnes qui du jour au lendemain sont passées au télétravail, ou même les écoles en téléapprentissage. Et le défi, je pense, pour pas mal d'entreprises, c'était aussi d'avoir les équipements nécessaires. Ouais. Il y en a pas mal qui n'avaient pas du tout d'ordinateur portable pour les employés.
Et ce qui s'est passé, ça s'est passé un peu en mode catastrophe. Il a fallu autoriser tant bien que mal à ce que les gens se connectent depuis leurs ordinateurs personnels au système d'information. Le fameux. Ils ont dû mettre en place des VPN en plus, parce que malheureusement les VPN, donc, ce qui permet de se connecter de façon sécurisée à un réseau d'entreprise, n'était pas suffisamment dimensionné pour accueillir tout le monde en même temps. Donc il y a eu des choses un peu artisanales. Par exemple, il y en a certains qui étaient autorisés à travailler le matin et d'autres que l'après-midi, pour que ça puisse fonctionner tant bien que mal. Donc ça passe. Et puis il y a eu des choses un peu moins belles qui ont été mises en place. Ça a été de faire des partages à distance, que ce soit des partages de fichiers ou même des connexions à distance sur des serveurs. Donc d'une certaine façon, on a quand même bien dégradé le niveau de sécurité des entreprises. D'accord. Et donc, est-ce qu'elle a été préparée ? Non. Il y a eu plein de choses différentes qui ont posé problème, notamment l'application des correctifs sur les postes de travail. Sur des postes qui étaient non gérés ou même des postes gérés. Habituellement, les gens revenaient avec leur poste au bureau, et c'est quand ils étaient sur le réseau interne de l'entreprise qu'ils recevaient des correctifs. Là, ils viennent plus du tout au bureau, donc ça fait que pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire plus, les postes de travail ont des failles qui s'accumulent. Et donc, c'est autant d'opportunités pour les attaquants de réussir à compromettre les postes de travail et s'infiltrer dans le réseau de l'entreprise. Donc, c'est pas mal de défis, et c'est clair que personne n'était prêt. Donc, on s'en rend pas bien compte quand on est travailleur et que du jour au lendemain on passe en full remote. En fait, on se rend pas compte qu'il y a un mec dans l'entreprise, le DSI, qui est en train de s'arracher les cheveux en mode c'est l'horreur et tout. Mais rien qu'on a vu la Fnac qui était en rupture de stock d'ordinateurs portables, c'est du jamais vu, ça s'est jamais produit. C'est clair que pendant 3 semaines à 1 mois, c'était quasi impossible de trouver un ordinateur à acheter. Et alors du coup, toi qui t'animes un collectif, je crois, qui s'appelle Hackers Against Natural Disasters. Et quand on a préparé l'émission, tu me disais, en règle générale, quand il y a une catastrophe naturelle, t'as la surcouche qui arrive derrière, t'as le suraccident, c'est que soit les systèmes de communication se cassent la gueule, soit en gros ça part en vrille. Est-ce que t'as vécu un peu la crise Covid et tout le monde en télétravail comme le suraccident ? Alors moi ce à quoi j'ai été hyper sensible, c'est que on a eu un effet tunnel en fait. On est encore dedans, cet effet tunnel, c'est-à-dire que tout le monde est focalisé sur le Covid. Et on se rend bien compte avec ce qui s'est passé dans la vallée de la Roya, la Vésubie, ce qui se passe en Guadeloupe en ce moment avec des épidémies de dengue, en même temps que l'épidémie de Covid, même sur une crise à cinétique lente, le Covid c'est une cinétique très lente par rapport à un tsunami, un séisme, un ouragan qui frappe. Là on est sur quelque chose qui est lent, qui dure. Ça ne veut pas dire que c'est pas plus simple à gérer, ça rajoute de la complexité. Moi ce que j'ai vécu surtout, alors, il a fallu un peu assurer... pour ma compagne qui, elle, est passée en télétravail, une montée en puissance du réseau domestique familial, donc que ma compagne puisse continuer à travailler depuis notre domicile. Il a fallu que je gère aussi avec ma compagne la partie familiale, donc mes enfants qui sont scolarisés, qu'on puisse aussi avoir cette connexion Internet qui soit disponible pour tous les usages à la maison, en plus du mien. Et en même temps collaborer avec des équipes, par exemple, où on a appliqué le hacking au milieu médical, où on a fabriqué des respirateurs avec des industriels locaux, où on a fabriqué des pousse-seringues. Ça a été le cas avec d'autres Fab Labs et Hackerspace. Certains qui se sont mis à fabriquer des masques et des visières. Enfin, il y a eu une grande montée en puissance, en fait, des communautés et des réseaux de solidarité qui existaient avant le Covid et qui se sont activés au moment en fait de cette crise-là et qui sont actifs encore aujourd'hui. Et pour résumer un peu ce qui se passe aujourd'hui, on a eu 3 exercices de tsunami ces 3 dernières semaines. La France a été le seul pays à pas jouer. Ah putain. On a plusieurs millions de personnes qui ont joué, qui ont fait cet exercice en fait de tsunami dans l'océan Indien. Parce qu'ils sont bien conscients que c'est vrai qu'il y a cette problématique actuelle sanitaire et ils ont émis, pour éviter justement le suraccident, des règles d'évacuation de population en pleine pandémie, avec ce qu'il faut respecter et qu'est-ce qu'on a comme priorité. Et on voit bien que ces pays qui ont une forte culture du risque, pas uniquement cyber, mais aussi matériel, anthropique et électrique et de communication, ont mis en place des règles de choses à faire, à vérifier et à contrôler. Et on le voit là sur la crise qui nous a frappé, sur les inondations dans le sud de la France. La première chose qui a sauté, c'est le courant électrique, qui a ensuite fait sauter les réseaux télécommunications, qui en plus avaient été emportés. Donc là, je suis vraiment en fait dans cette phase-là avec des instances en fait gouvernementales dans les services sur
insister vraiment sur cet aspect de prévention. Et l'une de mes premières interventions, quand on me parle de cyber et qu'on pense très vite à des choses très compliquées, qu'il faut gérer, hein, c'est aller couper le courant et voir un peu comment les équipes se comportent. Alors, sur des choses très simples. On va demander à la régie de ne pas le faire. C'est pas le moment. Vraiment, on va éviter, mais je comprends l'enjeu. Donc effectivement, une crise plutôt Covid qui est longue traîne, qui est un risque cyber par-dessus, c'est pas la fin d'un haricot, on s'est pas pris un vrai tsunami en pleine face. En revanche, toi, Léo, j'aimerais bien avoir ta vision de ce côté Covid full remote, parce que tu étais à la fois étudiant, à la fois en stage, je crois qu'on peut citer ton entreprise chez Orange. Cyberdéfense, oui. Et du coup, tu t'es pris de plein fouet, tiens, je deviens un télétravailleur. Au passage, mon école passe en remote. Et au passage, j'imagine que tu as dû au passage coacher ta famille ou tes proches sur les outils de communication. Ça s'est passé comment Alors oui, effectivement, déjà il y a eu ce passage en remote à l'EFRAY qui s'est fait en somme assez naturellement. Bon, on a la chance d'être dans une école d'informatique, déjà ça joue beaucoup. Ça aide aussi un peu. On est passé en cours par visioconférence avec des outils qui permettaient de travailler à distance. En plus, dans le cadre de la cybersécurité, ça se faisait pas mal parce qu'on a déjà tous quasiment nos outils perso qui vont être disponibles pour travailler. Après, forcément, il y a eu des problèmes quand on doit télécharger un disque de 8 Go pour faire une analyse forensique dessus et qu'on doit tous télécharger sur le serveur de l'EFRAY. Faut un petit peu d'organisation en plus. Tu chicanes un peu, il suffit de mettre un VPN, pour le matin certains, pour l'après-midi d'autres, comme le disait. On s'arrange quoi. Voilà. Non mais il y a forcément quelques questions qui se posent, mais ça reste que je pense que ça a été plutôt très bien géré sur la partie étudiante. Ok, et ta partie... et sur la partie parce que ton entreprise. premier taf, en fait, toi t'étais en télétravail quoi. En fait. C'est ça, alors... Pour Orange Cyberdéfense, déjà, il y a eu un commun accord avec l'entreprise de retarder un petit peu mon stage. Ouais. Parce que de toute façon, c'était pas la peine de me laisser à la dérive dans une entreprise qui était pas capable de m'intégrer pendant la crise. Ok. Et une fois que je suis rentré, d'abord au début, on m'a donné un petit temps en me disant bon bah tu vas avoir ton PC. Mais en attendant, tu te renseignes sur les technos sur lesquels tu vas travailler. Okay. Tu travailles, tu nous fais une POC, donc Proof of Concept, un petit lab c'est cool, sur tel sujet parce que c'est sur ça que tu vas être amené à travailler aussi. C'est-à-dire que délibérément, ils t'ont demandé de potasser des trucs entre guillemets offline par rapport à l'entreprise pour dire voilà, prépare ton arrivée, prends plus de temps pour le faire et au contraire, nous ça nous laisse le temps de nous organiser en face. C'est ça, et alors on parle de temps, on parle d'une semaine en fait qu'il a fallu pour, donc c'était pas si long pour me livrer mon PC et après j'ai récupéré mon PC et à partir de là j'ai pu commencer à faire du télétravail. Ok. J'ai l'impression que le Covid en fait a été géométrie variable, c'est-à-dire que tu as des PME qui se sont fait ouvrir littéralement parce que c'était pas du tout prête. Toi tu me parles de Orange Cyber, ça s'est plutôt bien passé. Je pense que Microsoft, j'ai pas vu l'action de Microsoft dégringoler subitement parce que vous étiez attaqué de partout. Grande entreprise ça a bien marché, petites entreprises ça a moins bien marché, c'est à peu près ça ce qu'il faut retenir. Ça dépend de la culture du risque des entreprises. Okay. En fait, en gros, on a des entreprises qui avaient une culture du risque ou une ouverture et une appétence sur le télétravail qui était prête. Ouais. Et puis des entreprises qui n'avaient pas de culture du risque ou qui n'étaient pas du tout ouvertes au télétravail et qui s'en sont sorties. C'est moi la leçon que je retire en fait de ce genre de crise, qu'elle soit cinétique, lente ou rapide. C'est important d'avoir ce qu'on appelle des PRA, des plans de reprise d'activité, ou des PCA, des plans de continuité d'activité. Je prends un exemple tout simple. Après Irma, l'ouragan qui a frappé Saint-Martin, on a une banque qui s'est retrouvée avec sa nouvelle agence qui n'était même pas inaugurée, rasée. On perd l'outil de production, qui est une agence bancaire, qui à la fois sert aux employés et qui sert en même temps aux clients. Okay. Et les distributeurs de billes. Tout rasé au niveau des fondations. Et pendant 2 semaines, cette banque n'avait pas de nouvelles de ses propres salariés. Donc, on voit bien que là, c'est une crise à cinétique rapide. Là, c'est un ouragan qui frappe, c'est brutal. Pendant 2, 3, 4 semaines, 1 mois, on n'a plus de courant, on n'a plus de télécommunications, etc. Mais c'est bien la preuve qu'avant une crise, en temps de paix, c'est important d'avoir un lien humain et par différents canaux avec ses salariés. Et c'est un travail qui doit se faire évidemment avec la direction, les syndicats, les comités d'hygiène et sécurité. Enfin, il y a toute une articulation sociale dans l'entreprise. C'est pas qu'une question technique et technologique.
il y a une vraie question aussi humaine à se ouais. poser sur l'organisation de l'entreprise. Et c'est le meilleur moyen, cette prévention, de traverser une crise. Pour vous donner un exemple, 1 euro, 7 euros. 1 euro mis dans la prévention, c'est 7 euros évités sur la crise. Alors, ça, c'est le genre de chiffres qui moi, me parle, parce qu'en fait, c'est à peu près ce genre de chiffres-là dont on parle quand on parle de cybersécurité. Du budget sur la prévention avant de te faire poutrer et de devoir réparer. J'espère en tout cas que le Covid aura eu ce facteur-là mettez-vous-y, quoi. Enfin, vous n'avez pas le choix, vous êtes en point de butée. Et j'espère, il n'y a pas que le Covid dans la vie, mais je pense que ça y a un peu contribué. Comme je le disais, ça s'arrête pas à l'actualité au Covid, et Dieu merci. Je vous ai préparé une petite revue de presse. Alors, j'ai ratissé vraiment du mainstream. Hein. L'objectif, c'est vraiment de voir ce que les internautes peuvent voir dans la presse. Et moi, ce que j'aimerais avoir, déjà, c'est vos retours, article par article. Et après, on essaiera d'avoir une petite approche un peu macro de ce que dit la presse, mainstream notamment, vs ce que les gens peuvent en penser, en fait. Premier article, dans Valeurs Actuelles. On apprend quoi? Que la gendarmerie est en pleine cyberguerre. Je vous le fais en bref. La gendarmerie a infiltré en fait un réseau de communication entre malfrats, pour schématiser. Et du coup, grâce à ça, ils ont réussi à appréhender 1000 personnes. C'est plutôt cool, c'était passé cet été, même pas cet été, c'était en octobre. Ma première question, c'est la suivante. Est-ce que c'est nouveau que les armées s'approprient l'arme cyber ? Non, en fait, elles sont parfois même à l'origine de certaines technologies. La DARPA est à l'origine d'ARPANET, qui est devenu Internet. On a quand même, au sein des armées, une histoire, en fait, avec le chiffrement, donc l'arme cyber, elle est intrinsèquement très fortement liée déjà aux armées. Ça, c'est le premier point. Ce qui a changé, et ce que je constate, et c'est pas que moi, c'est qu'aujourd'hui, le rapport au cyber est asymétrique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a parfois des technologies qui sont très vieillissantes au sein des armées par rapport à ce que des civils peuvent avoir dans la poche, sur des serveurs, etc. Et ça, c'est un peu ce qui est de nouveau, c'est que les armées sont aujourd'hui, contrairement à avant, où le civil courait après le militaire, militaire aujourd'hui court après ces systèmes, ces logiciels, ces matériels qui sont disponibles sur étagère et qui, compte tenu du contexte légal aussi, il ne faut pas oublier d'où viennent ces technologies de chiffrement, de pair à pair. Il y a une grande bataille autour d'Adopi et en fait, on a, d'un point de vue légal, orienté un certain nombre de développeurs, au début juste pour échapper au piratage, je mets des guillemets, d'œuvres culturelles. On a un peu fait monter la culture du chiffrement et du secret dans le commun des mortels, entre guillemets, qui était avant chasse gardée, entre guillemets, des armées. Donc il faut aussi voir un peu au terme d'histoire ce qui s'est passé depuis 20 ans dans le milieu informatique. C'est aussi la conséquence d'arbitrage, de lois et de dispositifs liberticides parfois qui ont poussé certains civils à se tourner vers ça. Et évidemment, des groupes criminels ne vont pas se priver de cette montée en puissance du chiffrement et en fait derrière de technologies qui étaient à la base militaire ou qui nécessitaient l'emploi d'usage militaire en fait. Ok, le chiffrement, on en reparlera tout de suite après. Quoique maintenant. Vas-y, dis-moi. Gaël, parce que oui, effectivement, le chiffrement, c'est quelque chose qui, au départ, était plutôt un domaine d'usage militaire. Et qui s'est en fait diffusé au civil. Là où je veux en venir, c'est que ce chiffrement, en fait, il est arrivé dans le civil, comme le disait Gaël, un petit peu par plusieurs vagues. Une à laquelle je pense notamment, c'est l'affaire Snowden, qui a en fait fait prendre conscience que effectivement tout ce qui circulait c'était interceptable, et tant que c'est pas chiffré, c'est lisible. Et je pense que c'est un des grands moments qui a fait basculer. En tout cas le public en faveur de la nécessité du chiffrement pour tout le monde. Ok, c'est assez ouf parce que moi je m'attendais pas que depuis un article qui parle de la gendarmerie, on arrive sur des situations de chiffrement et de protection justement de mes messages, moi, privés en fait. Mais pour compléter tout ce qu'on vient de dire, il faut se rappeler qu'en France, jusqu'en 1999, le chiffrement n'était pas entre guillemets libre.
c'était considéré comme une arme, entre guillemets. Ok, ça veut dire que je chiffrais, les policiers pouvaient venir chez moi en disant mais Non, mais il y ça avait une obligation de déclarer avec autorisation les mécanismes de chiffrement pour qu'ils soient utilisables en France. Hein. Donc en ça, l'armée a toujours utilisé effectivement... Enfin, c'est pas nouveau l'intelligence économique, etc., l'espionnage. On n'a pas attendu j'imagine. les dernières années pour s'apercevoir que les pays s'espionnaient les uns avec les autres. Hein. Là où je suis d'accord, c'est que la partie Snowden, ça a mis en lumière la nécessité vraiment de généraliser les options de chiffrement. Hein. Ok. Côté Microsoft, c'est ce qu'on a fait à partir de 2014-2015, de généraliser le chiffrement sur tout ce qui est données en transit et puis données stockées. Hein. Ok. Quelque chose qu'on a pris en réaction de tout ce qui a pu être fait avec les révélations d'Edward Snowden. Hein. Et donc aujourd'hui, oui, je pense que c'est généraliser le chiffrement. Et après, le côté compliqué, je pense, c'est de trouver la balance entre que les mafias ou les groupes de cybercriminels ne s'en emparent pas et soient impunis. Hein. Donc il y a cet équilibre à trouver. Et donc dans ce que tu pouvais montrer comme article, ce qu'on en comprend, c'est que la gendarmerie a réussi finalement à passer outre ces mécanismes de chiffrement en étant au plus près finalement des appareils. Hein. Alors, Donc de ce qu'on en comprend, c'est que si je peux donner un peu ils sont allés plus en détail. J'avais lu des on en a un articles qui s'est renseigné là-bas, attention. à propos d'EncroChat et effectivement l'interception. Alors on n'a pas forcément de détails techniques sur comment ça a été fait Encore heureux à la limite. techniquement, mais c'est normal. Maintenant, en fait, c'est être directement sur EncroChat, c'était des appareils qui étaient des terminaux vraiment sécurisés, vendus par une entreprise qui est suisse, il me semble. Je peux me tromper. Mais en fait, qui vendait du coup à des particuliers et qui effectivement qui étaient très utilisés dans les milieux criminels parce que c'est un système d'échange chiffré. Et l'avantage qu'a eu la gendarmerie, c'est l'accès physique aux terminaux avant qu'ils soient livrés aux personnes. Et par ce biais-là, en fait, pouvoir installer de l'outillage qui va permettre de faire de l'interception. Okay. Si j'avais bien suivi les articles. Donc en gros, ils ont pris un coup d'avance, ce que tu es en train de dire, et c'est assez cool d'ailleurs que nos polices, au sens général, et donc, soient là-dessus. Ouais, pour reprendre, à mon sens, c'est presque plus du renseignement humain que du renseignement numérique. Ok. Parce que en fait, c'est vraiment ce côté de venir sur les terminaux au cas par cas, être capable de faire de l'interception. Alors ça, on va en reparler du rôle de l'humain et de son facteur de défaillance. J'ai 2-3 autres articles quand même à vous montrer. Je vais vous en montrer quelques-uns d'une manière assez rapide parce que on a appris cet été que la CMA-CGM était victime d'un ransomware. Fin septembre, hein, je crois. C'était c'était fin septembre. Ah, ouais. Septembre. Mmh. Ils sont en train de finaliser d'ailleurs. Ils sont en train de s'en sortir. Alors. Un transporteur qui fait beaucoup de bateaux qui se fait pirater, ça fait toujours rigoler. Maintenant, on a vu la métropole d'Orléans aussi se faire attaquer. Ça nous rappelle un peu Baltimore aux États-Unis qui s'est fait complètement mettre à terre et pendant plusieurs mois même. C'est-à-dire que tous les services de la ville étaient pas accessibles. Je suis tombé là-dessus aussi, une chaîne d'hôpitaux américaine victime d'une cyberattaque. Moi, ça me rappelle complètement le groupe Ramsay qui s'était fait attaquer justement par un ransomware. Et du coup, il y avait une vraie alerte sur les données. Est-ce qu'elles ont été corrompues ou pas ? C'est... Ce genre d'attaque, moi en tant que plutôt communicant, je suis pas expert de la cyber, j'ai l'impression qu'on en voit passer de plus en plus dans les médias. Est-ce qu'il y en a plus ou est-ce qu'on en parle plus ? Les deux. Les deux ? Les deux, il y a une volonté aussi de certains de publier et de faire un peu de pédagogie justement grâce à ce genre d'articles de presse, de vulgariser et dire il n'y a pas de honte à s'être fait attaquer parce que derrière, vos fournisseurs, vos clients, vos partenaires, eux auraient pu ou pourraient être victimes en fait de cette attaque-là. Ça ne touche pas uniquement l'entreprise, ça touche tout son environnement aussi. Et donc c'est important d'en parler pour que la prévention fonctionne. C'est très important de se rendre compte que ça n'arrive pas qu'aux autres. Alors tu mets le doigt sur un truc, est-ce que les entreprises parlent entre elles ? Mettons quand, je sais pas, peut-être Arnaud, tu as des réponses là-dessus, quand tu as un client A qui se fait attaquer, est-ce qu'il y a un système de partage d'infos avec le client B qui parfois est son concurrent, mais qui pourrait tout autant se faire attaquer par le même biais ou par le même... Est-ce que les entreprises jouent le jeu et est-ce qu'elles partagent l'info ? De plus en plus, on se rend compte que depuis quelques années, de plus en plus, les entreprises partagent à travers les différents... système de SOC, de système de détection, de protection numérique. Ils protègent les indicateurs numériques pour se protéger.
Il y a l'ANSSI également qui permet aussi de partager ces indicateurs auprès des grandes entreprises et puis des administrations. Et puis il y a aussi une initiative qui sera lancée l'année prochaine avec le campus cyber, qui vise quand même à regrouper aussi pas mal d'entreprises dans le domaine pour partager et vraiment d'avoir les experts qui soient dans un même lieu physique pour pouvoir échanger les bonnes pratiques et puis ces indicateurs. Donc c'est clairement une nécessité. Nous, côté Microsoft, on a publié un rapport là fin septembre, qui s'appelle le Digital Defense Report, qui est téléchargeable. Et ce qui était intéressant dans les grandes indications, c'était que pour nous, c'est plus qu'un sentiment, c'est qu'on voit qu'il y a une vraie accélération sur le nombre d'attaques, et il y a une vraie tendance sur les ransomware par exemple. On se rend compte que la charge utile qui est déployée par les criminels, c'est vraiment en ce moment, c'est vraiment de prendre en otage les données de l'entreprise via des ransomware. Ok. Si je puis me permettre d'ailleurs pour rebondir sur ce que tu dis Arnaud, je pensais justement au partage, tu disais de connaissances autour de effectivement des attaques de ransomware, et tout à l'heure tu as évoqué rapidement le groupe LinkedIn sur lequel j'étais, qui est les volontaires de la cybersécurité pour le Covid-19. Ouais. En fait, il y a eu dans ce groupe, alors moi j'y étais, au final j'y suis resté plus par curiosité, parce qu'en tant que non-professionnel, j'étais pas encore dans une entreprise quand je suis rentré, j'avais pas trop de choses à apporter. Par contre, j'ai vu beaucoup d'échanges, notamment ce qu'on appelle d'IOC, qui sont les indicateurs de compromission. C'est des choses qui peuvent passer, soit des paquets réseau, soit des signatures de fichiers, qui sont reconnaissables et qui indiquent que potentiellement on a été contaminé par tel ou tel virus. Et il y a eu beaucoup d'échanges, notamment de ces IOC sur ce groupe-là, entre des entreprises, dans le cadre du Covid-19 et de l'intensification des attaques. Okay. L'autre chose auquel je pensais, parce que tu as montré le truc avec la métropole d'Orléans il y a quelques secondes. Celui-là, moi je pensais à la métropole de Marseille. Il y a eu un post-mortem qui est passé récemment dans le blog, dans le podcast qui s'appelle No Limit Sécu. Okay. Et donc il y a eu un post-mortem du RSSI de la métropole, de la ville de Marseille, et justement qui parlait en fait de comment ça s'était passé. Donc un post-mortem, pour ceux qui auraient besoin d'une explication en plus, c'est un petit résumé sur en fait qu'est-ce qui s'est passé, comment ils sont entrés, et en fait c'est vraiment un rapport de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'a été la crise, comment on a fait pour y remédier, et c'est un peu rappeler quels étaient, et montrer un peu comment on a pu procéder. C'est archi cool en fait, ce que vous êtes tous en train de dire, c'est que là les professionnels sont capables de dire attends, je viens de voir ça passer les gars, on est concurrents mais faites gaffe à ce fichier ou cette signature, ou tiens je me suis fait attaquer, on s'en sort, maintenant on va tirer un petit peu les leçons de tout ça, et ça je vais le partager, et du coup ça fait appel à la curiosité. Quand t'es un jeune qui étudie la cyber, il faut être dans ces groupes là, c'est impératif. C'est sûr. Okay. En plus, je me permets de rebondir parce que le podcast No Limit Sécu qui fait des choses incroyables. T'as des actions avec ce podcast ? Non, j'aimerais bien, mais non, c'est un podcast hebdomadaire sur la cybersécurité qui est vraiment excellent et que je recommande fortement à toute personne qui s'y intéresse. Okay. On mettra le lien en commentaire. Forcément. D'accord, il n'y a pas de souci. J'ai d'autres articles de presse qui, alors là, moi, m'ont complètement fait triper. Je suis pas du tout du milieu, mais c'est assez rigolo. J'avais suivi le CES où t'as l'armée américaine qui est arrivée avec un F-15 et qui avait dit à des hackers allez-y, essayez de crasher ce truc. Là ils vont plus loin. Après un F-15, l'armée américaine veut que l'on pirate un de ses satellites. Donc on est vraiment dans GoldenEye là. Le truc, hacker un satellite. Je sais pas, moi il y a 5 ans, ce genre d'article ce serait jamais sorti, sauf dans un truc de science-fiction. C'est quoi, le bug bounty devient... Si, en fait c'est pas dans la culture française, mais c'est dans la culture anglo-saxonne, clairement. L'armée de grands industriels, je pense à des constructeurs automobiles, je pense à des industriels du militaire, la présence de l'armée américaine à DEFCON ou au CES. C'est vraiment dans leur culture d'ouvrir et de pouvoir... parce que aussi, ce réseau Internet est né sur leur sol, donc il y a une culture à l'ouverture, à la transparence, au rapport au logiciel libre, au standard libre aussi, qui est vraiment différent. Même si on a des personnes tout aussi brillantes en Europe, en France, mais il y a un rapport au risque qui est différent en Europe et aux États-Unis. Okay. Et pour revenir sur HackMySat, ou ces challenges à la DEFCON sur le spatial, il y a une vraie activité radioamateur autour qui s'appelle l'AMSAT, et on a
au niveau mondial des radioamateurs qui sont spécialisés dans le segment spatial. Et je prends le cas d'une sonde comme ISEE-3 qui a été, avec l'autorisation de la NASA, détournée de son usage premier, une sonde qui a plus d'1,5 million de kilomètres. Cette sonde, elle a été rallumée par des radioamateurs avec l'autorisation de la NASA, avec des radiologiciels, des logiciels libres, sous le radiotélescope d'Arecibo. Donc, et les propulseurs de cette sonde ont été rallumés. Alors, ça montre deux choses. L'opportunité déjà pour la société civile de se mêler de choses qui a priori étaient hors de portée du commun des mortels, donc le spatial, et de notre côté les vulnérabilités que ça entraîne. On lance de plus en plus, et on le voit là avec pas mal d'industriels américains, des lancements pratiquement toutes les 2 semaines. Je vois pas de qui tu parles. Un mec qui met plein de satellites. Des méga constellations, et de l'autre, toutes les vulnérabilités que ça entraîne, d'un point de vue cyber, mais aussi mécanique, des débris et des collisions. Donc, la Medler a changé de nom récemment, avec devenu Medler et de l'espace. Je suis sur un campus qui s'appelle le campus de l'espace, et c'est une des missions en fait que j'ai, qui est de travailler ces sujets-là. Il faut pas croire, c'est beaucoup plus accessible qu'on ne le pense. Ok, donc ça c'est la réalité. Ok. On n'est plus de la science-fiction, d'ailleurs. Bon. La réalité dépasse parfois la fiction sur ces sujets-là. Je pensais aussi, pour les satellites, c'est pas le premier satellite qui est victime d'un piratage. Il y avait eu une histoire qui date un petit peu maintenant, peut-être que Gaël s'en souviendra mieux que moi, mais avec le CCC, donc... Club. C'est ça, qui avait eu des problèmes après des interventions sur un satellite de façon pas très autorisée sur une de leurs conférences en Allemagne. C'est des sujets qui touchent toute la navigation, pas uniquement la navigation spatiale. On a ces problèmes-là sur la navigation maritime, on a des problèmes sur la navigation aérienne, routière. La perturbation, ne serait-ce même que du segment sol. Le spatial, c'est pas que des choses qui sont là-haut ou qui volent, ce sont des choses aussi qui sont au sol. On a eu 2 semaines de panne de la constellation Galileo l'année dernière. Ce à quoi il faut être très vigilant, c'est pas qu'une question, encore une fois, de technologie, mais c'est aussi très humain. On le voit sur ces attaques. À la base, c'est quelqu'un qui a cliqué, qui a téléchargé, qui a exécuté le mauvais binaire et qui a déclenché et permis l'attaque. C'est important aussi qu'humainement, on ait aussi des plans de continuité, des plans de reprise d'activité. Je prends le cas du maritime. L'armée américaine, aujourd'hui, réintroduit l'usage du sextant en mer en cas de perturbation des réseaux de navigation. Moi, j'ai acheté un sextant. Okay. Donc je sais, avec le soleil et les étoiles, me positionner sans satellite. Je vais pas dire du bon sens parce que c'est pas trivial d'accéder forcément à ces choses. Mais comment ils faisaient les anciens avant sans tout ça? Et c'est important, c'est important que l'on maîtrise aussi l'analogique et pas uniquement que le numérique, qui parfois peut complètement disparaître, et qu'on ait en stock des procédures qui permettent de continuer à bosser ou de reprendre l'activité. On en revient encore une fois à une histoire de préparation en fait. C'est ton serveur crash, ton réseau crash, qu'est-ce que tu as en backup, qu'est-ce que tu as même des sauvegardes, des impressions, voire ok. Tu avais envie d'intervenir, Léo ? Non, mais je repensais par rapport effectivement de ce que disait par rapport au plan de reprise d'activité et de continuité. C'est effectivement un gros sujet. Moi, je l'ai vécu un petit peu à beaucoup plus petite échelle dans un des projets qu'on fait à l'EFRAY. Sans donner trop de détails, j'ai eu le cas de mon Active Directory de mon entreprise fictive qui tombe et qui s'est fait hacker. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Et donc c'est un sujet. Alors dans mon cas, le réinstaller, c'était peut-être une option. Dans le cas d'une grande entreprise, c'est pas envisageable pour certaines. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il faut être préparé en tout cas ? Moi j'appelle Microsoft ou Gaël, tu vois. Enfin, je sais pas trop, tu vois. Dans le doute, moi je sais pas. Déjà bien. Non, pas plus que ça. Pas plus de commentaires ? Pas plus de commentaires. On est vers le space computing. Ouais. Et au-delà du cloud computing. Alors mais t'inquiète pas, j'ai d'autres trucs, c'est 2 articles qui moi m'ont interpellé. Un, le piratage massif au Bitcoin sur les comptes Twitter de Barack Obama notamment. C'est chaud quoi, ça veut dire que même Twitter peut se faire hacker d'une manière ou d'une autre. Enfin, il y avait un article aussi que tu aurais pu mettre qui date d'hier sur Donald Trump et Twitter et les mots de passe. Alors Donald Trump et Twitter, on sait jamais si c'est vrai, pas vrai, parce que lui déjà quand il tweet, a priori c'est de la fake news. Mais bon, on parle effectivement du fait de détourner des comptes Twitter à cause d'un mot de passe qui ne serait pas sécurisé par d'autres protections. Mais donc du coup, double authentification, du coup faire passer ce genre de message auprès des populations, je comprends tout à fait. Mais moi ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'on peut mettre n'importe quoi dans la bouche de Barack Obama.
Obama, puisqu'on peut se saisir de son compte Twitter. Là, c'était une arnaque au Bitcoin. C'est pas la fin du monde. On aurait pu lui faire dire d'autres choses. C'est la chose la plus drôle dans l'histoire, c'est que les gens ont piraté des comptes de personnes extrêmement influentes, que ce soit Barack Obama, Elon Musk, pour au final faire une arnaque toute cassée au Bitcoin qui c'est avait... un peu naze. Ça sortait le projet fait, étudiant. on a eu Heureusement, de la chance, on a eu beaucoup de chance. On a eu de la chance, mais c'est un petit peu comme si on me donnait en main les clés de Microsoft ou Twitter et que moi je me demandais ce que je pouvais faire avec. Ben voilà. Je veux pas savoir ce que tu veux faire avec. En matière de risque majeur, on a une discipline qui s'appelle les médias sociaux en gestion d'urgence, MSGU, ou les SMEM, Social Media and Emergency Management. Ouais. C'est une discipline. Aujourd'hui, on a des gens formés à ça, qui sont censés et qui, dont le métier est de surveiller, comprendre comment fonctionnent ces médias sociaux, tous médias sociaux confondus, pour gérer ce genre de crise, mais aussi des crises qui seraient induites par un phénomène physique, un attentat, une catastrophe majeure. J'en donne un exemple très simple. On a eu une alerte tsunami en Polynésie. On a des gens qui, sur Twitter, m'ont demandé est-ce que la gendarmerie venait de passer sur les plages en disant qu'il fallait évacuer. Et les gens se sont rués sur Twitter en disant la gendarmerie vient de passer pour dire qu'il faut évacuer. On évacue. Évacuer les gens. Mets-toi en sécurité et après tweet. Et en fait, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire en temps de paix. Parce qu'en fait, une des premières choses qu'on apprend dans les MSGU, c'est à vérifier les sources. Comme le journalisme. C'est croiser les sources, prendre du recul par rapport à la parole, quand bien même elle serait de Barack Obama, parce qu'on a effectivement ce risque que cette parole soit privatisée par un groupe criminel ou par une personne mal intentionnée. Alors, j'aimerais bien qu'on résume un petit peu. Enfin, là, sur les articles que je vous ai montrés, on est vraiment sur du mainstream pur dur. On a parlé d'armée, on a parlé d'hôpitaux, on a parlé de cité, la vie de la cité qui s'arrête du jour au lendemain, d'entreprises de transport de marchandises, voire d'entreprises de communication comme Twitter. Là, le dernier article, c'est la démocratie, un réseau de piratage des élections américaines qui est démantelé. Enfin, je vais vous poser la question une bonne fois. Est-ce que c'est les médias qui veulent nous faire passer ça, ou est-ce qu'on est vraiment dans un état de cyberguerre ? Parce que quand on pense communication, transport, santé et information, c'est les premières choses qu'on attaque en temps de guerre. Donc là, c'est plutôt un tour de table. À votre avis, est-ce qu'on est en plein état de cyberguerre ? La menace, elle est permanente. Ça, faut pas se mentir. Et elle est même automatisée. C'est-à-dire que souvent, quand on m'appelle sur ce genre d'articles un peu sensationnels après une attaque, etc., les gens ont l'impression qu'il y a une grande main derrière qui essaie de manipuler. En fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il y a des machines, des robots, des bots qui sont chargés de scanner en permanence les réseaux. Donc c'est une activité qui est permanente. Une fois que ces scans sont faits, il va y avoir des vecteurs. Alors effectivement, il y a une partie humaine, rédiger des messages, préparer une attaque, mais il faut bien avoir en tête que ces scans sont permanents. Et le meilleur moyen, justement, de se prémunir de ces automatismes et aussi de ces attaques humaines, c'est de s'entraîner. Je prends le meilleur exemple pour moi, c'est Tahiti. Alors je suis un insulaire, je suis ultramarin. Ouais. On a des réflexes en tant qu'insulaire qui sont peut-être différents de ceux du continent, mais Tahiti, par exemple, mais c'est pas pour autant que les conséquences ne sont pas plus graves, voire aussi graves. Tahiti a organisé il y a 2 ans le CyberFénois, ce pays en fait. Et le CyberFénois, c'est imaginez que Tahiti est attaqué sur ses réseaux. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé aussi, même à l'échelle de la Guadeloupe, que le TLD, le Top Level Domain, est attaqué par un groupe islamiste et que tous les sites en .gp soient reroutés vers des sites islamistes. C'est déjà arrivé. Okay. Donc, le CyberFénois, c'est un exercice sur plusieurs heures, une journée entière, où il joue, on est coupé du monde, on n'a plus d'infra, l'ANSSI nous envoie des serveurs, des analystes en avion, etc. Et ils jouent non seulement cet exercice, mais en plus le surincident. Et ils ont joué le crash de l'avion qui amenait les infrastructures de secours. Cool. Et donc ils se disent, ok, on est déjà dans la mouise, mais on pourrait encore être plus dans la mouise. Ce que je veux expliquer par rapport à cet exemple-là, c'est que le meilleur moyen de se prémunir de cette espèce d'ambiance permanente de menace, c'est de s'entraîner. Je le disais tout à l'heure, conjuguer 3 verbes, informer, former, alerter. Une fois que vous avez une collectivité, une entreprise, un hôpital, une structure qui est informée des risques, il faut qu'elle se forme. Et donc, le meilleur moyen de se former, c'est de s'entraîner. Et évidemment, quand l'attaque est là, quand l'aléa survient, qu'il soit naturel ou cybercriminel, que l'on puisse mettre en place ces réflexes qu'on a mis en place pendant ces exercices, pendant ces entraînements. Ok. Je sais pas s'il y a d'autres réactions autour de la table. Peut-être ajouter quelque chose autour de, justement, quand on parle de menaces qui sont partout.
Et c'est quelque chose, justement, Gaël en parlait à propos des bots qui scannent et qui attaquent. Ouais. C'est quelque chose qu'aussi on découvre en tant qu'informaticien débutant quand on installe par exemple notre premier serveur perso, qu'on l'expose à internet, et que là, d'un coup on panique parce qu'on voit les logs du serveur où il y a 10 000 connexions sur mon port d'administration en moins d'1 heure. Qu'est-ce qui se passe? On m'attaque? Qu'est-ce que c'est? Non, en fait c'est naturel, ça se passe tous les jours, tout le temps, pour tout le monde. Mais c'est quelque chose qui a lieu, et quand on n'est pas formé dans le domaine et que c'est la première fois qu'on voit ça, ça surprend. Et je pense que c'est quelque chose qui est vrai pour toute la cybersécurité. C'est-à-dire que, vu que tout est automatisé, on a des choses qui surviennent tout le temps. Par exemple, s'il y a une vulnérabilité qui sort au hasard demain sur des outils Microsoft, bien sûr qu'il va y avoir tous les serveurs qui sont déjà hackés et qui servent déjà à des groupes criminels, pas forcément pour des motivations de guerre ou étatiques, ça peut être juste des motivations d'argent. Bien sûr qu'il va y avoir tout de suite, dès qu'il y a un bout de code qui permet d'exploiter la vulnérabilité, des bots qui vont tenter sur tous les serveurs qui sont connus pour faire tourner le service de Microsoft, pour essayer de voir s'ils peuvent pas pirater. Et il y en aura peut-être 99% qui l'auront patché, mais le 1% qui ne l'aura pas patché, ça fera du dégât. Ok. Pour compléter Ouais. ce qui était dit, pour moi c'est pas nouveau, clairement. Moi je me rappelle un exemple tout bête. En 2005, quand j'étais étudiant, il y avait quelque chose qui s'appelait Blaster. Donc c'était un ver qui s'est répandu sur Internet. Et il y avait le bruit d'Internet, c'est-à-dire que moi, en regardant sur mon PC, je voyais le nombre de tentatives de connexion sur mon ordinateur. Ouais. À l'époque, l'ordinateur était branché directement sur la DSL, donc on recevait directement tous les flux sans filtrage, et la plupart des particuliers n'avaient pas de pare-feu d'activer. En 2005, Donc ils étaient vraiment, on va dire, connectés à Internet, c'est-à-dire que tout était ouvert sur leur ordinateur, tout était exposé. Et ce qui se passait, c'est que j'avais beaucoup de connexions en fait sur mon ordinateur, sur des choses, sur mon partage de fichiers, voilà, tout simplement. Ouais. Et donc je trouvais ça aberrant qu'il y en ait autant de tentatives automatisées en 2005. C'était, je sais pas, au moins une centaine par minute qui arrivaient sur mon ordinateur. C'était énorme. Et ce qui m'a surpris comme révélation entre guillemets, c'était de me dire qui c'est qui se connecte sur mon ordinateur. Donc j'avais récupéré l'adresse IP et en essayant de me reconnecter sur l'autre ordinateur, qui à l'époque avait pas de pare-feu. Logique. Et je pouvais accéder à l'ordinateur de la personne. C'est-à-dire qu'une personne a été infectée, son ordinateur a été infecté, il essayait de se propager. Et donc il essayait de se propager sur mon ordinateur, moi j'avais un pare-feu, mais en tous les cas je pouvais remonter. Et il y a des choses assez étonnantes, c'est que par exemple j'accédais au partage de fichiers d'une personne où il y avait son CV. Et donc je me rendais compte que c'était finalement un voisin du quartier qui habitait 3 rues à côté parce qu'il avait mis son adresse et son nom. Et c'était déjà en 2005. Alors, magique mais terriblement flippant en fait. Oui, et c'était déjà à l'époque ce qu'on avait. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est une accélération, c'est clair. Il y a beaucoup plus de ransomware. Ouais. Dans les rapports qu'on a publiés, ce qu'on a vu dans une entreprise, entre l'infection initiale, donc quelqu'un qui clique sur un mail et qui télécharge un logiciel, et le fait de bloquer toute l'entreprise, 45 minutes. Donc attaque complètement automatisée, où l'attaquant, en moins de 45 minutes, il prend possession du réseau. Il prend possession d'un annuaire, par exemple, il va déployer la charge finale sur l'ensemble des ordinateurs et des serveurs, et en 45 minutes, les serveurs sont chiffrés, les postes de travail sont chiffrés, c'est bloqué. Bonsoir, donc clairement, c'est automatisé, et ça l'est d'autant plus que ça fait des années que des tas de groupes se sont spécialisés dans l'automatisation des attaques, et donc ça va très vite. C'est pour ça que quand on voit que des entreprises mettent plus d'1 mois, 2 mois à patcher des failles qui sont majeures, et ça fait froid dans le dos, parce qu'on sait que les criminels, eux, ils mettent 0 jour. Ils mettent 1 heure, 2 heures peut-être à commencer à activer les nouvelles failles. En gros, ce que vous êtes en train de dire, c'est que les cybercriminels crawlent en permanence Internet. Ils vont même pas à la pêche ciblée en fait. Ils tentent en permanence. Non, faut le voir comme un bruit. Je pense qu'il y a 2 types d'attaques. Il y a des attaques automatisées, c'est le bruit d'Internet. Et là, on va chercher à infecter ceux qui sont pas préparés. Et donc là, c'est la masse. Et après, il y a des attaques ciblées. Et là, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, la majorité des attaques, c'est vraiment quelque chose de bruyant sur des gens qui n'ont pas du tout un niveau minimum de sécurité. Et on en est là. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'attaque aujourd'hui moyenne, elle n'est pas très sophistiquée. Donc, qu'est-ce qui va se passer le jour où les gens ils seront très sophistiqués dans les attaques? Ça peut faire peur, mais aujourd'hui, on a un niveau vraiment... Puis les attaques évoluent ainsi un petit peu. On avait vu sur certains ransomware, maintenant il y a de l'extraction de données. Par exemple, en fait, on se contente plus simplement de chiffrer les postes de travail de l'entreprise. On va prendre des dossiers sensibles et puis en plus de dire à l'entreprise qu'on peut déchiffrer ses postes, on va lui dire que si elle refuse de payer,
on Je va divulgue diffuser une les partie. dossiers. Ou je bidouille une donnée, ce qui peut être un vrai problème sur des données médicales notamment. J'ai une dernière actu quand même sur laquelle j'aimerais bien vous envoyer, parce que là autour de la table, on a vachement respecté la parité. Hein, ça se voit. On parle de 8 à 12% de femmes dans les métiers de la cybersécurité. C'est encore moins que dans le numérique, où elles sont 15% en ordre de grandeur. Alors, elle devait venir sur le plateau aujourd'hui. À Effray, on a Feriel Boicaz, qui est la première femme CEI de France. Déjà, ça témoigne du truc, quoi, en fait. Première femme instructeur CEH de France. Quelques associations là-dessus, Girls in Web, Girls in Tech, Women Who Code, Oui. Willa, on a des associations qui sont vraiment sur le terrain, sur ces questions-là, que je rencontre de temps en temps, d'ailleurs avec ma petite, que j'amène de temps en temps pour qu'elle voit un peu tous ces métiers, ces femmes qui sont attachées justement à cette féminisation des filières scientifiques et techniques. Donc voilà, on pourra peut-être les mettre dans les commentaires de l'émission et pouvoir équilibrer justement les avis et les opinions. Alors justement là-dessus, oui, on va mettre tous ces liens en commentaire et en description de la vidéo. D'ailleurs, si vous avez des sujets ou des idées des femmes référentes de la cybersécurité que vous connaissez et qu'on pourrait inviter sur ce genre de plateau, je serais vraiment ravi de les appeler et de monter justement des sujets, des contenus pour faire en sorte qu'il y ait plus de femmes qui s'intéressent au métier de la cybersécurité, au contraire, et le tout dans vraiment une posture d'humilité. On est plutôt en mode qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la chose. Alors, on a parlé pas mal de ce que disait la presse, de ce que pensait le grand public, etc. Il y a un peu cette atmosphère de sweat à capuche autour de la cyber. Le sweat à capuche, les mecs qui codent la nuit dans un garage ou dans un espèce de hangar mal éclairé. Je pense que c'est un peu le cinéma qui a véhiculé cet imaginaire autour de la cyber. J'aimerais bien qu'on déroule un peu le tapis rouge de la cyber et qu'on se focalise au cours d'une séquence sur la cyber fait son cinéma. Je vais vous montrer des extraits de films parce qu'en fait, je pense qu'il y a une espèce d'image qu'on se fait à travers tout ce que Hollywood peut nous proposer, de bon ou de moins bon d'ailleurs. L'objectif, trouvez-moi le nom du film d'abord, et là il s'agit d'y aller en vitesse, on va voir si vous êtes cinéphile, et de me dire si techniquement c'est jouable ou pas. C'est surtout ça ce qui m'intéresse. On commence par un premier extrait, vraiment silence, je vous invite à bien écouter ce qui se dit, c'est assez rigolo. Votre réseau est derrière un DPI qui analyse les paquets en profondeur. Un SDI, un système de détection d'intrusion. Les pare-feux sont extrêmement efficaces. C'est exact. Donc il a fallu physiquement entrer ici pour implanter le virus. Est-ce que vous avez le nom du film ? Non. Alors, en anglais, c'est Black Hats. En français, c'est Hackers. Ok. En gros, ils nous font une ribambelle de documentation technique, DNS, machin, tout ça, un joli cliquetis de clavier. Ils sont en train de faire du rétro-engineering sur une faille de sécurité. Ça se passe comme ça dans la vraie vie. Déjà, il n'y a pas de bruit. Il faut qu'arrêter les bruitages dans les films. Nos ordinateurs, ils font pas de bruit à part le bruit du clavier. Il n'y a pas de petit tic-tic, tic-tac-tac, tic-tuk-tuk. Donc ça, déjà, Ok, d'accord. rien que ça permet de crédibiliser déjà nos métiers. On arrête de faire du bruit dans les films. Ensuite, moi, ce que j'aime bien, c'est regarder un peu ce qui est exécuté sur les terminaux. Ça permet déjà un peu de crédibiliser. Ok. Qu'on n'ait pas du clic-bouton et qu'on voit un peu ce qui se passe sur le terminal. Et à la fin, il y a pas mal de name-dropping de pas mal de techno ou J'ai un peu l'impression, ouais. Le nœud du problème qu'ils sont en train de révéler, c'est qu'en fait, le seul moyen de trouver la faille, c'est de rentrer dans le système et d'avoir une faille humaine. Ça, c'est crédible ou pas ? Il n'y a aucun système infaillible. Ah ouais, la première faille, c'est d'ailleurs celle qui se situe à peu près entre la chaise et le clavier. quoi. Ouais, mais même ça, on a les failles, elles existent. Derrière, il y a pas mal de sursauts dans le monde open source en ce moment, justement, pour financer le développement et le suivi des projets. Parce que ils ont beau être open source, ils ont beau être suivis par des milliers et utilisés par des millions de personnes, on n'est jamais à l'abri d'une faille. Donc, la première preuve d'humilité, c'est de reconnaître que son système est de facto faillible. Ok. Bon, c'est pas trop pire, quoi. On n'est pas dans NCIS, ça passe. Ok. Deuxième extrait. Alors là, je vous bombarde directement de la SF. Hein. Accrochez-vous. On va voir. Déjà, si ça se trouve, vous avez trouvé le truc direct. Oui. Papa, ça y est presque. T'arrêtes pas, Tom, t'arrêtes pas. Regarde. Ok, ils évitent le carton. Super content en plus.
pirater un drone avec juste une espèce d'antenne comme ça. On est dans de la SF bien sûr, mais est-ce que c'est théoriquement faisable? Je crois que oui. Enfin, on a eu des... C'était avec les drones, il n'y a pas très longtemps, les drones grand public, Ouais. qui avaient des absences de sécurité sur des mots de passe par défaut ou autres, Ok. qui permettaient de se connecter au drone en plein vol et puis d'en prendre le contrôle. C'est-à-dire que moi, je vois un drone voler, je suis quelqu'un de mal intentionné, tac, je balourde une antenne, je me fais passer pour le propriétaire, et zoup, je peux piloter le bazar à la place du gars qui est avec sa télécommande. Bah, ça dépend des appareils, mais oui. Ok. Ça dépend de- Les premiers paroles, le drone c'était un point d'accès Wi-Fi et Voilà. shutdown-nar, on pouvait faire tomber la machine. Ok. Shutdown-h-nar, on pouvait arrêter la machine. Non, on a des retours au Pakistan sur du retour vidéo drone qui était capté par des ennemis de Par l'armée des gens mal américaine, intentionnés, par quoi. mal intentionnés, Ok. et qui permettait de savoir qu'il y avait un drone pas loin et de voir ce qu'ils voyaient. Et donc techniquement derrière, de couper l'effet de surprise de ce Ok. drone. Donc là on a des choses comme ça qui se sont produites. Et il y a un deuxième sujet qui est plus les données de navigation et qui ne sont pas chiffrées sur des bateaux ou des avions. Donc on peut récupérer la position ou savoir qu'il y a un avion pas loin ou un hélicoptère pas loin à partir de ces données d'anticollision. Ok. Donc ça c'est des choses qui sont plus du domaine de la fiction et qui sont possibles à partir de matériel que j'ai dans mon sac, là, juste à côté. Une petite Raspberry Pi, un récepteur télé, et on récupère déjà les données radio de ce qui vole en termes de Ok. navigation. Donc ça veut dire que le mec a fait de la SF, mais en fait c'est tout à fait accessible. Il y a des choses qui sont de plus en plus faisables, Ok. ou qui, sans prendre le contrôle, permettent de savoir que l'objet est là, et donc d'éviter son attaque. Ça marche. Extrait suivant. Je pense que vous allez voir le truc. Direct, vous aurez la ref. À partir de là, il y a écrit All Safe. Mister Robot. Merci. Enfin. Enfin. On l'attendait. Alors, je vais pas vous parler de la crédibilité du code, parce que de toute façon, moi, j'y bite rien. En revanche, il y a cette scène-là qui m'a interpellé. Je me suis pas refait toutes les saisons, mais quand même, cette scène-là, moi, elle m'a marqué. Corporate greed is a trickle-down desire that reaches even the bottom of the food chain. And for what? Wealth? What the shit? Power? It's a pathetic fable, and you, Allsafe, are a defender of Holy this shit, pitiful F Society knows us. But your sweet dream is over, and you're No place in the new order. The distraction is momentary. Hopefully all I need. They will know our roots. Someone shut this off. Defending those that bleed the innocent. Serving them, slave to master. It's ignoring the remote. They hacked our smart TV. Congratulations, Mr. Goddard. Vous avez tous Mr. Robot. Si je vous ai pris cet extrait-là, c'est pour une bonne raison. En gros, Anderson, à ce moment-là, fait une diversion dans une salle de réunion, sur les sites web de l'entreprise, sur les réseaux sociaux de l'entreprise, dans le simple but de récupérer un accès à un device, à un téléphone portable. Est-ce que ce genre d'attaque, diversion pour aller taper autre chose, c'est de l'ordre du réel? Oui. C'est Oui, ce que tu oui, veux. oui. Oui. Ouais. On en Oui, voit plein complètement. des choses comme ça. Mes enfants. Tes Mes enfants mon fils, ma fille, depuis quelques années, attendent ou regardent comment je tape mon mot de passe. C'est de l'ingénierie sociale. Ok. C'est un des premiers vecteurs d'attaque. C'est pas attaquer en frontal le système par brute force, donc essayer de trouver toutes les combinaisons, mais de faire une diversion ou d'observer la cible au moment où elle va saisir son mot de passe, au moment où elle va se connecter. Et donc ça, c'est très bien. Et on en profite pour faire passer peut-être un message. On ne laisse pas son téléphone sans surveillance. On ne laisse pas son ordi sans surveillance dans le train. Le nombre de tweets que l'on a de collègues, de nos pairs, en fait, qui font remarquer à des personnes qui sont dans des entreprises stratégiques et qui laissent leur appareil allumé, déverrouillé, et même si c'était pas verrouillé, même si c'était verrouillé, il y a un danger. Un accès physique à un appareil, c'est le faire tomber. Ok. Voilà, c'est hyper clair. Donc c'était bien Mr. Robot, vous l'aviez, il n'y a pas de souci. Là on va passer dans un registre un peu plus fun. Non, c'est pas de la pub pour Nokia, vous inquiétez pas. Pour vous mettre sur la piste, je vais vous dire yippee-ki, pauvre con. J'écris un malheureux petit bout de code et le monde entier bascule. C'est du terrorisme virtuel. Quoi? C'est dingue. La première fois qu'on m'a parlé du concept de liquidation, je dois dire que j'ai trouvé ça cool. Cette idée qu'on puisse, comme ça, un jour, en appuyant simplement sur une touche, foutre en l'air le système pour se marrer. Cracher un pays tout entier, c'est des choses qui sont étudiées comme scénario. Ma première liquidation pour moi, c'est une catastrophe naturelle.
Ok. Saint-Martin, c'est une liquidation. Enfin, on a un ouragan qui passe, il n'y a plus de courant, plus de télécom, plus de serveurs, plus de réseau télécom. Donc, sans aller sur des choses très complexes comme celle-là, la première liquidation à anticiper, c'est celle d'une catastrophe majeure qui touche une zone. Et dans Die Hard, le réflexe d'ailleurs des personnages principaux, c'est d'aller voir un radioamateur. Oui, j'avais vu ça, ouais. Ils vont voir le gars qui a des CB, qui a du matériel. Radio. Et en gros, c'est une des choses, en fait, c'est un des mojos, c'est une des doctrines en fait, des radioamateurs, c'est quand on n'a plus rien, il reste les réseaux radioamateurs qui sont décentralisés, qui sont censés être alimentés par des sources électriques alternatives que celles du courant fourni par une centrale électrique. Et c'est des choses qu'il faut avoir en tête. C'est pas impossible. C'est des choses qui ont touché la Géorgie quand elle a voulu déplacer ou décrocher des monuments soviétiques. La Russie a déjà montré à quel point elle était capable de faire ce genre de choses. Donc c'est des choses qu'il faut évidemment avoir en tête d'un point de vue informatique, mais aussi d'un point de vue naturel. La nature ne va pas nous épargner, les choses n'iront pas s'améliorant. Ok. Bah, c'est très clair. Je crois qu'en France, on a des OIV et qu'on a un contrôle un petit peu des organismes d'importance vitale qui est fait. Ça rentre dans les parades à ce genre de situation. L'OIV, il est bien tant que les batteries des onduleurs sont maintenues, tant que les groupes électrogènes sont maintenus. On a eu l'inondation de la Seine 2016-2018, on a des groupes électrogènes qui étaient inondés. Donc, à un moment, je veux dire, tout est possible et imaginable, mais... Ouais, dans ton sens, les OIV sont bien, mais ils fonctionnent pas en mode fermé. Hein. Ils ont des sous-traitants. Oui. Et donc, on le voit bien dans l'actualité, si un sous-traitant est touché, il peut également toucher un OIV. Je montrais tes captures d'écran tout à l'heure d'actualité, où on voyait des journaux, par exemple Le Monde ou autre, on voyait à chaque fois des encarts publicitaires. Hein. Oui. On peut imaginer qu'un jour, une régie publicitaire se fasse hacker. Et donc par rebond, on pourrait du coup peut-être toucher des millions de PME. Enfin, prenons un exemple, il y a une actualité importante, tout le monde se connecte entre midi et 13h pour regarder ce qui s'y passe, on est au travail, on le fait depuis son poste de travail. Si jamais il y a une publicité qui est malveillante et qui s'affiche, c'est le scénario de catastrophe, mais en quelques secondes, on peut malheureusement toucher des millions de postes de travail. Ok. Et donc même si le site web du journal en question est très sécurisé, hein, si c'est un sous-traitant qui s'est fait infecter, par rebond, on touche des millions de personnes. Donc c'est ça qui est compliqué aujourd'hui. C'est que tout est connecté les uns avec les autres. Et donc même si quelqu'un, un OIV, a une super protection, hein, il peut y avoir des gens qui interviennent pour lui, voilà, donc c'est tout ça qu'on est en train de prendre en compte. Je m'attendais pas à le dire, mais du coup, il y a une part de vérité dans Die Hard 4. C'est un truc de ouf. Pour donner une idée, une antenne relais, ça a quelques dizaines de minutes d'autonomie électrique. Oui. Un émetteur FM, quelques heures. La Tour Eiffel, il y a des entraînements réguliers pour maintenir, avec des groupes électrogènes sous la Tour Eiffel, pour maintenir les émetteurs. On aurait quelques heures, quelques jours à peine d'autonomie, mais pas plus. Okay. Donc finalement, une ville, moi j'aime bien la comparaison d'SEI, qui est la filiale d'EDF dans les territoires insulaires. Un réseau électrique, c'est une machine, c'est un moteur sur lequel on appuie sur l'embrayage, qui est en permanence en train de caler. Et en fait, si on consomme trop, on fait tomber le réseau électrique. Si on consomme trop peu, le réseau électrique s'emballe. C'est vraiment un équilibre à trouver et c'est vraiment ce sur quoi aujourd'hui j'essaie de me focaliser auprès des collectivités et des organismes que j'accompagne. Ok, c'est beaucoup plus complexe en fait que ce qui n'y paraît et que ce qu'on peut voir du coup. Die Hard 4, vous l'aviez. On passe sur un dernier extrait. Vous allez voir celui-là. Moi je l'ai trouvé hyper velu. Même quand je l'ai vu au cinéma, je fais pas partie de la cyber. Hein. J'ai vu le truc, je fais what. Donc je vous en dis pas plus. Vous allez tout de suite savoir ce que c'est, mais je veux le titre exact. Près de Londres. Du Londres souterrain. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elles s'ouvrent, les trappes? Oh, c'est pas vrai. Quelqu'un pourrait m'expliquer comment il a pénétré notre système? Merde. Ok, Skyfall, c'est bien ça. Ça peut arriver ce genre de truc. Là on est au MI6, j'imagine que le responsable de la sécurité du MI6 ne branche pas un ordinateur extérieur sur son propre réseau, j'ose espérer. Mais est-ce que ça pourrait arriver par exemple en entreprise, ce genre de situation?
Sans Daniel Craig. Sans ordi même, hein. Ouais. Clé USB. Clé USB trouvée dans un salon ou un truc comme ça, Ouais. c'est le genre de choses qui arrivent. Ok, d'accord. Donc pas si loin de la réalité, mais peut-être pas au MI6 quoi. Puis pas de, enfin, au niveau graphique, c'est un peu c'est du cinéma forcément. Ah ouais, c'est pas comme ça les données en cyber, c'est pas un truc de ouf et tout. Mais non, on est bien d'accord. Mais après, oui, sur la possibilité d'infection par un appareil qui est ramené dans une entreprise, et même dans des entreprises où la sécurité c'est quelque chose de pris en compte, parce qu'il suffit de pas grand-chose. Ça me fait aussi penser dans un autre genre à ce qui s'était passé pour Stuxnet. Du coup, Stuxnet, un virus qui avait été très célèbre sur les centrales iraniennes, sur les centrales nucléaires iraniennes. Stuxnet, c'était en fait les gens qui voulaient infecter les centrales iraniennes, ils ont un peu tiré à vue de façon pas très réfléchie en mettant le virus partout. Ouais. Sauf que le virus s'activait pas. Et le jour où par contre il y a un virus il y a une partie du virus qui était donc sur un terminal infecté qui a réussi à émettre depuis l'endroit précis où le virus devait être pour pouvoir faire son attaque, là le virus s'est activé parce qu'il savait qu'il était au bon endroit, et là on a eu le dégât dans la centrale. Mais au départ ça s'est fait par infection physique, probablement un employé qui a ramené quelque chose dans la centrale en fait. Ok, donc tu peux avoir des bombes à retardement, qu'elles soient sur une clé USB trouvée comme ça au détour d'une balade, ou que ce soit même sur un ordi que tu vas utiliser pour des fins de ton entreprise. C'est pour ça qu'en entreprise on dit le Shadow IT, on arrête. En gros, faut faire attention à tous ces appareils qui traînent en fait, des clés USB. On a des cas même où on a des surtenseurs qui sont installés dans les clés USB, donc ils vont en se branchant créer une surtension pour détruire la carte mère du système sur lequel elle va être. J'ai tendance souvent à dire aux enfants et puis même aux jeunes, et pas que des jeunes, dans les entreprises, de se méfier de ses ex. On se méfie de ses ex-employés, de ses ex-partenaires, parce que quand on est ensemble et qu'on vit ensemble, tant que tout va bien, puis le jour où on se sépare, où on est en mauvais terme, c'est à ce moment-là que cette partie d'intimité, de mots de passe, etc., deviennent en fait des potentiels dangers pour son intimité, pour le secret industriel, le secret de la boîte. Donc quand on parle d'hygiène, Ouais. Au même titre que les maladies et ce qu'on vit en ce moment sur le Covid, on a des règles de base à respecter en tant qu'humain sur les échanges de matériel informatique. Okay. Oui, puis on parle de clé USB parce que c'est la chose la plus commune, la plus connue, mais en fait ça peut se décliner. Je sais que j'aime bien une société qui fait justement ce genre de petits hardware pour du hacking, où en fait on peut transformer n'importe quoi en un vecteur de données, un câble de charge de téléphone. Ça on s'en méfie pas. Ouais. Un câble de charge de téléphone, on branche le téléphone dessus, et là on a une charge virale sur le téléphone. Pour peu que le téléphone il soit pro. Et c'est le jour où tu vas le brancher sur ton ordi de boulot que bzim. Okay. L'objectif c'est pas forcément de détruire, c'est juste être latent et attendre, récupérer de l'information, accéder à du son, accéder à une vidéo dans une pièce, dans une réunion. On parle beaucoup d'air gap sur certaines machines. L'air gap, c'est le fait justement, quand on veut analyser, quand on a une donnée ou un système qui est sensible, il est air gap, c'est-à-dire qu'il n'est connecté à rien, il est dans une pièce sourde, voire parfois des cages de Faraday, pour être certain qu'on ne va pas perturber les systèmes existants ou que l'on ne va pas pouvoir utiliser cette machine et en extraire le secret. Ok. J'ai l'impression, si on fait le tour en fait de ces extraits, qu'on n'est pas si loin de la réalité et qu'en fait Hollywood a plutôt fait son job en fait. Il y a un taf de sensibilisation au métier. Bon, c'est fait. Ouais, mais les bruitages, faut arrêter. Les bruitages, les visuels aussi. Ouais, les visuels délirants. On a bien compris. Daniel Craig, ok, mais pas son espèce de data visualisation complètement pourrie. J'aimerais bien vous brancher sur un truc parce que on parle pas mal là de sensibiliser à la cyber, etc. Sans nécessairement rentrer dans un contexte Harry Potter, on va forger l'armée de Dumbledore. L'armée cyber aujourd'hui, c'est vraisemblablement, on en parlait tout à l'heure, les collégiens, les lycéens qu'il faut former, même nos ingénieurs à l'effray. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut faire ? Toi, tu as des enfants, enfin d'ailleurs Arnaud et Gaël, vous en avez. Est-ce qu'il y a des petits trucs à faire comme ça pour mettre le pied à l'étrier des populations en fait ? Pas tant des ingénieurs, on se doute bien qu'ils ont 2-3 règles et qu'ils les respectent. Et est-ce qu'il y a quelque chose pour faire augmenter tout le niveau de toute la population ? Peut-être d'intervenir dans les écoles, j'en sais rien. Peut-être dans l'école de ma fille, en primaire, ça peut être aussi des fois de faire des interventions, que ça soit de la sensibilisation. Ouais. Je sais pas, une démonstration toute bête, de montrer comment ça peut se passer, un scénario. Alors peut-être pas du primaire, mais au niveau des collégiens, lycéens, de leur montrer que on peut leur envoyer facilement, j'en sais rien, un SMS.
Et qu'en quelques secondes, tout le monde reçoit un SMS sur son portable, qui se rendent compte qu'il y a marqué vous avez gagné quelque chose. Cliquez là. Cliquez là avec un nom factice, Microsoft.com par exemple. Avec une lettre qui manque, et puis de regarder combien de personnes se font avoir en cliquant rapidement sur un lien. De montrer qu'on est vraiment vulnérable sur l'attention. On parlait de tromper la vigilance, c'est ça, c'est de leur montrer que la vigilance est dans tous les instants. Par exemple, des fois il y a des sites web qui ouvrent des onglets, il y a plein d'onglets qui s'ouvrent, on fait autre chose, et puis à un moment donné on revient dans des onglets, et puis on se retrouve sur sa page de connexion pour se connecter au mail. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait l'onglet au départ était un onglet qui n'était pas réintéressant, il y avait un article qui voulait rien dire, mais bon, qui avait attiré l'œil. Et quelques secondes plus tard, en fait, ça s'est transformé sur une fausse page de connexion. Et donc on attend que la personne, en fait, soit pas vigilante, passe à une autre activité, revienne, pense qu'elle avait déclenché finalement la connexion au webmail, va saisir son login mot de passe, et puis voilà. Et blanc. Et c'est des choses comme ça qu'il faut montrer. Je pense que c'est vraiment de la sensibilisation par l'exemple, de montrer que c'est bête, qu'au-delà de l'Hollywood où ça semble très sophistiqué, bien souvent c'est de tromper tout simplement les personnes. C'est de montrer qu'on peut recevoir un appel téléphonique, et moi j'en ai eu l'expérience. Alors c'est très drôle comme anecdote, mais j'étais à la maison, on m'appelle et on me dit je vous appelle, c'est Microsoft. D'accord. Et donc vous avez un problème sur votre ordinateur. Alors j'étais à la maison et je me disais quel ordinateur il me parle. J'ai un ordinateur portable, j'ai un ordinateur, j'en avais plusieurs à la maison, donc lequel, mais c'est pas grave. Et la personne voulait me faire peur en me disant il y a un problème, c'est très grave, il y a une enquête de pédopornographie, il faut que vous regardiez sur votre ordinateur dans le journal des événements. Et l'idée c'est de vous faire peur pour vous dire maintenant il faut installer tel logiciel. Et à partir de là c'est terminé, ils vont vous demander de payer, des choses comme ça. Mais c'est de vraiment, je pense, de sensibiliser par l'exemple en montrant que c'est pas si sophistiqué que ça finalement. C'est de l'hygiène numérique, c'est la base, et ça passe par l'usage des mots de passe par exemple, mais c'est vraiment de montrer des cas concrets de comment ça se passe. Et moi, dans mes amis, dans mon entourage, j'en ai plein qui se sont fait avoir, qui ont payé 100 €, 200 € parce que ils se sont fait intimider, quelqu'un les a appelés, ils ont cru qu'il se passait quelque chose de grave et qu'il fallait désinfecter l'ordinateur. Ok. Ça arrive encore, même ça arrive encore, ouais. Sur l'hygiène numérique aussi, d'ailleurs, tu disais que des ingénieurs, on va être bien pourvus, mais c'est pas forcément le cas. Et justement, ça, c'est un des trucs que je trouve amusant, c'est que en fait, c'est pas toujours les personnes qui vont être formées et qui vont travailler en fait dans ces sujets, qui vont appliquer cette hygiène numérique à eux-mêmes. Il y a aussi un sens presque de discipline en fait sur la cyber. Dire qu'on va en fait appliquer ces gestes responsables aussi nous-mêmes. Et c'est pas forcément tant une question de connaissance et de formation que aussi une question d'application de ces principes. Ça veut dire qu'il faut avoir une certaine discipline, une certaine hygiène de vie. On y reviendra, je crois, en clôture d'émission. Je vais vous demander à tous des gestes simples. On en parlera tout à l'heure. Moi, j'ai fait la fête de la science il y a 2 semaines. Ouais. Et j'ai des professeurs qui m'ont fait venir en tant que hacker. D'accord. Et donc ça, c'est aussi une manière au niveau des établissements scolaires d'accompagner les enfants sur quelque chose de moins anxiogène, donc leur montrer un peu toutes les facettes du hacking et de la cybersécurité, puisque l'un ne se résume pas à l'autre, et de les amener avec des références culturelles. Enfin, j'ai beaucoup aimé certaines références des enfants sur au final le hacker il a un peu de pouvoir, donc pouvoir Spider-Man, grand pouvoir, grande responsabilité, voilà. En gros, ces enfants se rendent compte qu'on peut être sur une ligne de crête en fait avec un savoir, une compétence scientifique ou technique, et pencher d'un côté ou de l'autre du malveillance, côté, ou de la bienveillance. On peut utiliser ces compétences-là pour faire le bien ou pour faire le mal. Et on a énormément de guides qui ont été édités par l'ANSSI sur le guide d'hygiène numérique, sur les 18 métiers de la cybersécurité. Enfin, il y a pas mal de documents qui sont disponibles. On pourra mettre aussi en lien dans la vidéo qui permettent de vulgariser ça. Moi, je mets un point d'honneur justement dans les exercices sur les catastrophes naturelles. Travailler vraiment au niveau de la cellule familiale, parce que c'est important que ces enfants, ces jeunes puissent aussi transmettre ces réflexes-là à leurs parents. Ça marche. Ça va aussi dans ce sens-là. C'est que nous, en tant que parents, on a un rôle évidemment de transmission à nos enfants. Mais parfois c'est l'inverse, souvent malheureusement dans certaines familles c'est l'inverse, donc que ces enfants puissent aussi accompagner leurs parents, leurs grands-parents sur une hygiène numérique qui puisse permettre de sécuriser la cellule familiale. Ça marche, merci beaucoup. Est-ce qu'on est un peu mieux loti que les autres en France ? Est-ce qu'on est plus préparé ? Tu disais qu'on n'avait pas à rougir, je sais pas. On n'a pas rougir sur ce secteur-là.
sur la culture du risque, on a encore des progrès à faire. Et les catastrophes récentes le montrent. On a un boulevard par contre on a des équipementiers, on a des ingénieurs, on a des hackers, on a des communautés qui sont très fortes. On a une belle communauté de hackers en France. Ouais. Je pense qu'on n'a pas trop à rougir là-dessus. Maintenant, comme toujours, il faut des moyens. C'est une communauté, donc il faut la faire vivre, il faut l'animer. On a quelques grands événements, le FIC, notamment le HACK, tous les ans, les CTF de Brest. Ouais, le Brest CTF. Donc voilà, on a quand même quelques événements qui structurent un peu cet écosystème et ces communautés. Il faut continuer, il faut persévérer, il faut les soutenir, il faut transmettre. C'est le meilleur moyen de survivre. Ok. Je pense quand même que je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de gens qui interviennent et il y a une vraie communauté autour de la cybersécurité depuis pas mal d'années, à travers plein de choses, des événements, des journaux, dans la presse, il y a des tas de trucs. La seule difficulté, c'est qu'on forme peut-être pas assez de personnes sur le côté défensif. C'est qu'on a effectivement beaucoup de gens qui sont capables de démontrer les failles et du coup de sensibiliser aux risques cyber. Ouais. Et donc tu as des tas de gens qui sont très compétents pour trouver des failles et en montrer, faire des pentests. Mais ce domaine-là, il y a une asymétrie, on le disait au début, l'asymétrie entre les attaquants et les défenseurs. Et malheureusement, on manque cruellement en fait, de défenseurs dans les entreprises pour pallier à ces attaques. Et donc je pense que maintenant, dans la réflexion, on est... je crois que Guillaume Poupard en parlait lors des assises, c'est de dire que son constat, c'était que, en gros, la sensibilisation, c'est bon. Là, tout le monde a compris que le risque cyber, il était là. Ouais. Donc on n'a pas cette étape-là. Et je pense que l'étape d'après, c'est maintenant. C'est vraiment d'être en capacité de défendre vraiment les entreprises et d'avoir assez de personnes qui vont sur l'après, c'est sur les solutions. C'est ok, maintenant on fait quoi pour vivre avec une dette technique qu'on peut avoir, pour former des gens, pour vraiment sécuriser les entreprises, parce que la menace, elle est là. Et maintenant, il ne s'agit plus de prédire la catastrophe, il s'agit vraiment de protéger. C'est assez marrant ce que tu dis, on dit toujours, il ne s'agit pas de savoir si on va se faire attaquer en cyber, de toute façon, ça va nous tomber sur la gueule. La question, c'est de savoir quand et est-ce qu'on y sera préparé. Ouais. Je rebondis sur ce que tu as dit, pour avoir fait quelques forums de recrutement cyber, côté recruteur, j'entendais très souvent des jeunes qui arrivaient en disant salut, moi je veux être pentester. Et c'était un peu la marotte, le truc qui revenait tout le temps, quoi, parce que c'est classe, parce que ça fait Mr. Robot, parce que ça fait tout l'imaginaire qu'il y a autour. Je m'adresse à toi, Léo. Dans ta promo, justement, est-ce que tu as une énorme proportion de gens qui ont envie de faire du pentest, ou est-ce que justement cette connaissance des métiers, le côté défense, le côté gouvernance, est-ce que commence à y avoir une espèce d'imprégnation des différents métiers et de dire c'est pas parce que tu es pentester que tu as réussi, au contraire, il y a des fonctions de défense, des blue teams qui sont exceptionnelles. Vous en êtes où côté étudiant ? Alors, pour le coup, très particulièrement sur la formation telle qu'elle a été conçue en cybersécurité à l'EFRAY, en fait, elle est assez variée. Et on a historiquement un très gros côté défensif, justement, notamment sur un des projets qu'on a en Master 1, qui est un projet où on fait que défendre notre infrastructure et qu'on est attaqué pendant une partie du projet. Je pense qu'effectivement, il y a cette culture du défensif et de l'offensif à l'EFRAY, et en plus qu'on est en train de plus en plus d'appréhender ce côté gouvernance qui est amené par nos cursus. Donc je pense qu'effectivement à l'EFRAY, pour le coup, on a, même au niveau des aspirations des différentes personnes de notre promotion, on a quand même une certaine diversité au niveau de ce qui se passe. C'est assez cool à entendre. De mon côté, on arrive un peu à la clôture de l'émission. Je vais rebondir sur un sujet un petit peu plus funky. C'était promis, je vous l'avais dit en début d'émission, on va vous faire gagner des trucs. Est-ce qu'il y a des gamers sur le plateau ? Est-ce que vous jouez, notamment console, PC Ok, Gaël. Je suis papa de gamer, mais je suis pas gamer. T'es papa de gamer, ok. J'aime bien jouer de temps en temps, ouais. T'aimes bien jouer de temps en temps chez Microsoft, j'imagine que la Xbox, tu l'as quand même testé. Un peu, ouais. Un peu, ouais. Un peu beaucoup, ouais. Alors, c'est du lourd ou pas ? Ouais, très sympa, très sympa. Puis avec les collègues, c'est sympa de jouer. Ah, le mec, il joue avec ses collègues. Léo. Oui, évidemment. Ok. Après, oui. Raisonnablement aussi. Raisonnablement aussi, les études d'abord, ça, il n'y a pas de souci. Si je vous dis gaming plus cyber plus fin du mois d'octobre, est-ce qu'il y a un nom de jeu qui vous pète à la gueule tout de suite ? Non ?
Alors moi j'en ai un, mais c'est pas forcément quelque chose qui est sorti récemment du tout. Bah, on a Watch Dogs Légion qui va sortir. Donc vous connaissez le principe. N'hésitez pas, vous nous laissez tous vos commentaires et toutes vos bonnes idées en commentaire en dessous de cette vidéo. Et parmi tous les commentaires positifs qui vont nous donner des idées, qui vont nous challenger, écoutez, on fera un tirage au sort pour faire gagner un exemplaire de Watch Dogs Légion. Mais j'aimerais bien le tester aussi, alors profitez-en. On va faire un petit tour de table pour le mot de la fin. On parle beaucoup en ce moment des gestes barrières du Covid, les fameux lavez-vous les mains, pas plus de 6 dans une pièce, etc. Vous les connaissez tous. J'aimerais vous orienter vers un petit jeu comme ça. C'est quoi les gestes barrières de la cyber ? J'aimerais bien qu'on soit en mode stay safe. Je vais commencer par toi, Léo. Tu disais justement, même en école d'ingénieur, il y a des mécaniques à avoir. Moi, il a fallu que je bosse avec des gars de la cybersécurité pour apprendre le raccourci clavier Windows L pour verrouiller ma session. Bah, c'est celui que j'allais citer justement. Boum. Ok, désolé, je t'ai spoilé du coup. Du coup, oui, alors verrouiller les sessions, c'est quelque chose qui semble absolument évident quand on travaille dans la cybersécurité, mais qui se fait pas forcément partout. Du coup, rebondir, ça va avec ce que disait Gaël tout à l'heure, de garder le contrôle physique sur ces appareils, donc ne pas les laisser traîner n'importe où. C'est quelque chose, prendre contrôle d'un appareil une fois qu'on a un accès physique à l'appareil, c'est dans la plupart des cas extrêmement facile. Et du coup, effectivement, avoir ce contrôle physique et le verrouillage des ordinateurs, qui est quelque chose de base, je pense que c'est une des premières pratiques qu'on peut appliquer au quotidien. Ok, donc gardez vos ordinateurs et vos téléphones près de vous, et à minima sachez où ils sont, c'est la base, et verrouillez vos sessions. Windows L pour les fermer sur tout ce qui est Windows. Je crois que c'est CTRL Q sur Macintosh. Arnaud, moi j'aurais 3 conseils. Vas-y. Et qui s'appliquent autant je pense pour les particuliers que pour les entreprises. Ouais. C'est vraiment les basiques, ça va être le premier c'est gérer les mots de passe et faire un mot de passe différent par site web. C'est bête mais c'est la base, faut vraiment le faire. Prenez un gestionnaire de mots de passe pour vous aider, donc un logiciel, il y a des tas de logiciels open source qui le font très bien, et c'est pratique. Si vous voulez pas, prenez un carnet, ça marche aussi. Je sais que je vais faire hurler des gens en disant ça, mais c'est déjà moins pire un carnet avec plein de mots de passe que... Mais l'analyse de risque entre avoir le même mot de passe sur tous ces sites web et un mot de passe différent qui est marqué dans un carnet, c'est peut-être mieux de le faire comme ça. Passer ou sans mot de passe, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est-à-dire que pour les comptes les plus sensibles, les emails, les réseaux sociaux, essayez d'activer l'authentification multifacteur. Ça marche. C'est important, ça marche bien aujourd'hui et faites-le. Donc en gros, authentification double facteur, c'est quand je me connecte à ma banque, je reçois un SMS pour dire c'est bien toi ? C'est un peu mieux que ça maintenant, on augmente le mot de passe, donc c'est-à-dire qu'on tape son mot de passe et en plus on a une application sur un téléphone où il faut valider la connexion. Okay. Ça se fait quand même plutôt bien aujourd'hui, c'est facile à utiliser et c'est ce qu'il y a de plus efficace pour contrer la grande majorité des attaques. Okay. La deuxième conseil, appliquez tous les correctifs. Ok, c'est-à-dire quoi une mise à jour ? Appliquez les mises à jour du système, de l'antivirus, de vos logiciels, faites-le. C'est hyper important. Et puis faites des sauvegardes. C'est vraiment un conseil important. Sauvegardez vos données les plus importantes, que ce soit des photos par exemple. Faites des sauvegardes, faites-le. Là tu penses notamment aux entreprises, j'imagine. L'entreprise c'est la même chose. Sauvegarde c'est la seule chose qui reste quand la catastrophe est arrivée. Si on l'a pas fait en amont, c'est hyper compliqué. Ok. Cool. Alors, j'arrive à toi, Gaël. Toi, tu vas avoir des conseils, je pense, de limite cyber-survivalisme. Non, pas forcément. Non, je pense savoir tu construis la maison du hacker, la maison de survivaliste du hacker, ou un truc de ce goût-là, je crois. Ouais, je suis en train de finir de rénover un pavillon qui va être dédié, en fait, à l'observation du ciel, de l'espace, mais aussi qui sera la maison du hacker idéal. Donc, c'est ma vision à moi, qui est peut-être pas celle des autres, mais effectivement, je ne vais pas répéter mais pour ce qu'on a dit là. Mais c'est quoi le meilleur conseil avant d'être le hacker survivaliste ? Pour moi, encore une fois, je prends ma casquette de préventeur sur la partie catastrophe naturelle. On a à peu près les mêmes conseils. C'est faites des sauvegardes des documents qui sont importants. Ouais. Vos pièces d'identité, vos contrats, ça a l'air de rien, mais une assurance, des cartes bleues, ce genre de choses, quand vous faites une usurpation d'identité, c'est important d'avoir des sauvegardes, y compris de ces documents papier. On n'est pas à l'abri d'un vol, d'un feu, d'un incendie. Enfin voilà, il y a quand même des choses qui touchent physiquement et pas que le cyber, mais qui ont un impact évidemment sur notre vie cyber.
Ça se fait au niveau de la cellule familiale, donc ses papiers à soi, mais aussi de sa femme, de ses enfants. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut vraiment voir au niveau de la cellule familiale. Le guide de l'ANSSI sur l'hygiène numérique, c'est très bien fait. On va le mettre c'est bien rédigé, ouais. C'est pas très compliqué à lire. Il y a des conseils pour tout type d'activité, professionnelle, personnelle, familiale. C'est des choses intéressantes. C'est mis à jour régulièrement, donc il y a des conseils en ITER, en fonction des menaces, des nouvelles menaces qui apparaissent. Et pour moi, pour prolonger le discours sur les sauvegardes, testez vos sauvegardes. C'est bien de les faire, mais vérifier qu'elles fonctionnent. Ça, c'est super important de vérifier quelquefois. Et puis, vous entraîner. Je donne un exemple simple d'entraînement à faire. Imaginez que vous ayez à quitter votre logement en pleine nuit parce qu'il y a un feu, une fuite de gaz. Entraînez-vous. C'est pas quelque chose d'anxiogène. Faites ça comme un jeu. On le fait au Chili, on le fait au Japon, on le fait dans pas mal de pays où on a une forte culture du risque. Un soir, moi je le fais de temps en temps avec mes enfants, comme une espèce de marche à pied, de randonnée pour aller camper à l'extérieur. Imaginez que vous deviez quitter votre logement en pleine nuit. Qu'est-ce que vous devez emporter ? Ces listes-là, elles sont disponibles à la mairie. Moi, j'emmène ma fille. Sur les 10 crimes, il y a un document qui s'appelle le 10 crimes, document d'information communale des risques majeurs, qui décrit les risques de votre commune. Donc, on pourra ajouter le risque cyber. Et en fait, vous avez la liste des choses minimales que vous devez avoir en tête ou à proximité pour pouvoir quitter rapidement votre logement, votre commune. Est-ce que ça a rajouté le masque ? Alors maintenant on rajoute le masque, mais dans les 10 crimes, vous savez, des 10 crimes de 2016, je retrouve masque, gel, hydroalcoolique dans certaines recommandations de communes aujourd'hui. Sur des 10 crimes qui ont 4 ans. Des 10 crimes qui ont 4 ans, donc bien avant la pandémie de Covid-19. Donc c'est la preuve que certaines choses ont été théorisées, imaginées, écrites, documentées. Il faut savoir retrouver ces documents-là. C'est un exercice que je fais souvent avec des gestionnaires de risque qui eux-mêmes parfois connaissent ces documents, mais savent qu'ils existent, mais ne les ont pas consultés. Et donc faites l'exercice. Allez sur le site de vos communes, le site de l'ANSSI. Il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir traverser des crises à plus ou moins forte cinétique. Merci beaucoup. Stay safe, ça va être un petit peu le mot de la fin. Merci à tous nos invités et merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne et faites-nous part un peu de votre ressenti sur cette première émission, le Hub. Je tiens en particulier à remercier les associations Effray qui nous ont aidés à monter cette première émission. Je pense à Effray Linux avec qui on a pas mal échangé sur le conducteur pour voir si ça tenait la route. Je pense aussi à Make Me Up qui a fait toutes les retouches maquillage. Donc merci aux étudiants qui nous hébergent un petit peu dans leur espace du campus. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres thématiques. Et justement en termes de thématiques, on accepte toutes vos idées de thématiques pour les prochaines émissions. Merci tout le monde et à très bientôt.